20 décembre 1983. À la rédaction du Canard enchaîné, on s'active. L'édition du lendemain doit révéler un scoop, comme on dit dans le métier. Les journalistes se hâtent d'achever leurs articles, fignolent les derniers chapeaux et peaufinent leurs titres. Quand les kiosques à journaux reçoivent l'édition du Canard du 21 décembre 1983, la une révèle ce titre accrocheur et intrigant, l'affaire des avions renifleurs. C'est le journaliste Pierre Péan qui est à l'origine des révélations de ce scandale politico-financier. Pierre Péan est également à l'origine de l'expression « avion renifleur », devenue célèbre en France pendant l'hiver 83. Un soi-disant dispositif était censé permettre la localisation des gisements de pétrole simplement en les survolant. Qui est à l'origine de ce dispositif ? Pourquoi cette affaire a fait paniquer les plus hautes sphères de l'État, à commencer par le président Giscard d'Estaing ? Quelles furent les conséquences de ce scandale ? Direction la France de la fin des 70s, celle de Giscard et de Raymond Barre. Cette chronique est habillée grâce aux extraits du documentaire réalisé par Jean-Charles Degnaud, l'extravagante affaire des avions renifleurs, diffusée le 24 mars 2012 sur France 3. Benji est toujours en face de moi, derrière sa fidèle console. « 1976, Bruxelles. Dans son château du domaine de Rivieren, situé non loin de Bruxelles, Alain de Villejas reçoit son ami l'italien Aldo Bonassoli. Les discussions vont bon train. Les deux amis, passionnés de science et de publicité, sont sur une nouvelle invention. Depuis qu'ils se connaissent, ils ne cessent de vouloir trouver l'invention qui va révolutionner le monde. Leur nouvelle trouvaille s'apparente plus à la modification d'une vieille découverte qui traîne dans leur carton depuis un moment. À la base, leur invention devait servir à détecter la présence des nappes phréatiques. Mais les deux hommes ont bien mieux en stock. Tentative d'explication avec l'homme qui a révélé le futur scandale, le journaliste et ennemi numéro 1 de Valéry Giscard d'Estaing, Pierre Péan. Il leur vend au fond que la France toute seule, sans les États-Unis, va être le pays qui, avec une compagnie pétrolière la plus grande du monde, parce qu'elle peut avoir accès à l'énergie, et derrière l'énergie, probablement savoir tout ce qui se passe dans le sous-sol. On vend l'invention du siècle, ou même de 10 siècles, un truc extraordinaire. L'invention du siècle, rien que ça. Les deux pseudo-inventeurs ont amélioré leur idée d'origine. Fini donc la détection des nappes phréatiques. C'est le pétrole qui intéresse les deux hommes. Et en cette année 76, le pétrole est sur toutes les lèvres. La crise pétrolière de 1973 est encore très présente dans les esprits. Ceux de la population, mais aussi ceux des décideurs à la tête des gouvernements. En mars 1974, le prix du baril de pétrole est quadruplé, passant de 2,59 à 11,65 $. Les pays ont peur de revivre cette crise pétrolière, ils souhaitent à tout prix éviter le manque d'or noir. Les effets de la crise de 73 se font encore ressentir en 76, vont se poursuivre jusqu'en 79, avant le deuxième choc pétrolier cette même année. On ne déconne pas avec l'or noir. Revenons à nos inventeurs. Leur invention repose sur deux types de prospection. Benji, extrait s'il te plaît. Delta. C'est un système embarqué dans un avion. Un rayon est envoyé en direction de la Terre ou de la mer, et lorsqu'il détecte une nappe, il renvoie un signal. Et une image couleur apparaît sur un écran. Omega. C'est un appareil terrestre qui procède de la même façon pour préciser les caractéristiques et la position des gisements déjà repérés. Il envoie un rayonnement spécifique sur la cible et il en reçoit une image. C'est une sorte de scanner tout-terrain. Vous l'aurez compris, les dirigeants sont sous une énorme pression en ce qui concerne le pétrole. Les dirigeants de Elf, société créée en 1966 et absorbée depuis par Total, ne peuvent pas laisser passer une chance pareille. En 1976, Elf est une société publique, ce qui veut dire que les grandes décisions de l'entreprise doivent être validées par l'État, puisque l'État possède la majorité du capital. Il va falloir un intermédiaire à Aldo Bonassoli et Alain de Villejas pour faire connaître leur invention. C'est Jean Violet qui va se muer dans le rôle de l'homme de l'ombre. Violet est un avocat français, travaillant à l'international. Il a également travaillé pour les services secrets français de l'époque. Il connaît les hautes sphères de l'État,
mais les médias ne le connaissent pas. C'est l'homme parfait pour les deux inventeurs pour faire la promotion de leur découverte auprès des dirigeants de Elf. Il sollicite notamment l'ancien ministre des Finances Antoine Pinet pour l'aider. Les patrons de Elf, notamment Pierre Guillaumat, autorisent les premiers tests. Le 28 mai 1976, le premier contrat avec une société panaméenne appartenant à Alain de Villejas est signé pour 250 millions de francs suisses, une énorme somme à l'époque. Elf s'engage à devenir utilisateur de cette invention phénoménale en pleine crise pétrolière. Christian de Schimecker, président de la Cour des comptes, revient sur les risques pris par la société française. Le premier contrat Elf Fisalma surprend par son imprudence. Quand on le regarde maintenant, verser 250 millions de francs suisses avec aussi peu de choses en contrepartie, aussi peu de clauses pour récupérer l'argent en cas d'échec ou de mauvaise fortune, c'est surprenant. Moi, je qualifierais ça de chèque en blanc. Le premier contrat semble effectivement très surprenant, mais le deuxième, puis le troisième, pour la modique somme d'1 milliard de francs, sont tout à fait risibles. Une partie de cette somme va servir à faire équiper 4 avions, dont notamment un Boeing 707. Ce sont les fameux avions renifleurs. Après plusieurs tests effectués, certains puits de pétrole sont découverts. Alors oui, les deux inventeurs ont fait biper leur radar car ils possédaient déjà la localisation des gisements, mais a priori les hautes sphères de l'État et les patrons de Elf n'étaient pas au courant. Cependant, on commence à douter de la crédibilité des deux géotrouve-tout. Par exemple, Elf perd près de 100 millions de francs après avoir suivi les dires de l'invention, pensant trouver un gisement de pétrole en Afrique du Sud. Pas un gallon d'or noir en sous-sol. Le 24 mai 1979, un physicien du nom de Jules Horowitz met fin à la supercherie sur demande du ministre de l'Industrie André Giraud. Les deux inventeurs avaient l'habitude de démontrer l'efficacité de leur radar avec un test tout simple. Disposer une règle derrière un mur, l'image de cette dernière apparaissant une fois l'appareil en marche. Le professeur Horowitz reprend l'expérience, il met bien une règle derrière un mur, mais il n'a pas précisé que celle-ci était cassée. Or, sur le radar, elle apparaît en parfait état. Cocasse, non ? Le 22 juillet 1979, le deal entre les inventeurs et Elf prend fin. Elf perd 500 millions de francs dans l'affaire. La Cour des comptes, chargée de contrôler la régularité des comptes publics, annonce une perte de 750 millions de francs dans un rapport secret défense. Raymond Barre, Premier ministre de Giscard, souhaite être le seul destinataire du rapport. Sauf que le canard enchaîné, toujours bien informé, ne va pas laisser passer une chance pareille de tomber sur Giscard et sur le gouvernement. Venons-en maintenant à l'affaire qui fait grand bruit dans le monde politique français, l'affaire des avions renifleurs d'Elf-Aquitaine que nos confrères du Canard enchaîné exhument dans leur numéro d'aujourd'hui. Nous vous l'expliquons dès hier soir, il s'agit des méthodes de financement utilisées par la société pétrolière pour couvrir les frais d'une nouvelle méthode d'exploration. Il s'agit plus encore de la manière dont un ancien président de la Cour des comptes, Bernard Beck, qui était jusqu'à octobre 82 à la tête de la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques, de la manière donc dont M. Beck a traité le dossier. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, le secrétaire d'État au budget, Henri Emmanuelli, l'a directement mis en cause en l'accusant d'avoir commis un acte de forfaiture. Une affaire rocambolesque, dit-on au gouvernement, mais néanmoins très grave. 2 faits au moins en témoignent. Premièrement, une société nationale, Elf-Aquitaine, a dépensé à perte des centaines de millions de francs. Deuxièmement, un rapport officiel émanant de la Cour des comptes aurait été détruit. C'est là un cas sans précédent dans l'histoire de cette vénérable institution. « 1983. L'affaire fait la une du Canard enchaîné du 21 décembre 1983. Le vrai problème lié à cette affaire, c'est la disparition du rapport de la Cour des comptes, que seul Raymond Barre et le directeur de la Cour des comptes sont censés avoir. Le lendemain, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing est obligé de se rendre au journal d'Antenne 2 pour tenter de clarifier la situation et taper du poing sur la table. Il y a une autre chose que je ne veux pas permettre, c'est l'abaissement de la France dont je vous parlais tout à l'heure.
Parce que lorsqu'un secrétaire d'État vient mettre en cause un ancien Premier ministre, un ancien président de la République, sans même avoir pris la peine de faire poser une seule question à leurs collaborateurs, il prend le risque honteux de l'abaissement de la France. Eh bien, ceux qui voudront abaisser la France, parce que moi je peux vous dire que nous l'avons gouverné pour son bien et pour sa dignité, ceux qui voudront entreprendre l'abaissement de la France, ils me trouveront chaque fois sur leur route. Et puis un jour, il faudra que la France se remette debout et que son sort soit confié à des hommes qui soient capables à la fois de la gouverner et de la respecter. La mise au point est nette et sans bavure. Alors à qui a profité cette escroquerie de grande ampleur? Comme souvent, quand il s'agit de tambouilles politiques, difficile de le savoir. Vous vous souvenez de Jean Violet, l'avocat et ancien espion qui a servi d'intermédiaire aux deux inventeurs? Eh bien ce serait lui qui aurait profité de l'argent public détourné. Quelques rumeurs qu'il faut évidemment prendre avec des pincettes, tant ce genre d'affaire est opaque, parlent également du financement d'une caisse noire électorale pour la droite française. Quant à nos deux inventeurs du dimanche, ils sont revenus à leurs affaires courantes. Aldo Bonassoli est redevenu réparateur de télévision à Lorano, non loin de Bergame. Quant à Alain de Villejas, il se serait retiré, lui, dans un monastère, quelque part en Amérique du Sud. Valéry Giscard d'Estaing sera exonéré de toute responsabilité. Quant à Raymond Barre, il restera comme celui qui a voulu étouffer cette affaire de grande ampleur. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.